Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire. Bien camarades, l'histoire de notre internationale commence, ou on peut la faire commencer, dans la deuxième moitié des années 1930, lorsque un certain Ted Grant, le fondateur de notre internationale, a lancé en 1937, en Grande-Bretagne, une organisation trotskiste qui avait pour nom la Ligue internationale des travailleurs. En anglais, ça donne Workers International League, WIL, organisation qui comptait 9 adhérents. Ça, c'était en 1937. Depuis 90 ans, ou presque, se sont écoulés. Et il va sans dire que je ne pourrais pas vous rentrer dans tous les détails, toutes les péripéties, les scissions, les fusions, les conflits divers et variés qui se sont développés au cours de ces 90 années. Dans les limites de cet exposé, c'est impossible de rentrer dans de tels détails, mais c'est intéressant, puisque ce n'est pas des détails, il y a bien sûr une dimension politique. Si vous voulez en savoir plus, il y a deux ouvrages, en anglais, une histoire du trotskisme britannique, qui en réalité n'est pas simplement une histoire du trotskisme britannique, mais qui est une histoire du trotskisme mondial, écrite par Ted Grant lui-même. Ted Grant est mort en 2006, mais il avait écrit ce bouquin un peu avant de mourir, quelques années avant. Et un deuxième livre, c'est une biographie de Ted Grant par Alan Woods, qui s'appelle Ted Grant, The Permanent Revolutionary. Pas besoin de vous traduire. Et qui sont deux excellents bouquins. Pour ma part, je pourrais simplement aborder les grandes lignes de cette histoire, en essayant de l'aborder sous son angle le plus fondamental, c'est-à-dire les idées et les méthodes de notre mouvement. Simplement, je serai obligé quand même de rentrer dans certaines considérations organisationnelles. J'espère que je ne vous perdrai pas. J'essaierai de faire au plus simple. Mais d'abord, du point de vue des idées, notre internationale, il faut commencer par rappeler l'évidence, notre internationale se rattache fermement aux origines du mouvement communiste, à commencer par le manifeste du Parti communiste, publié en 1848 et rédigé par Marx et Engels, en réalité surtout Marx, mais en étroite collaboration avec Engels. Ça, c'est notre véritable origine idéologique. Je dis ça parce que Ted Grant n'a pas inventé en 1937 ou plus tard une nouvelle doctrine, une nouvelle méthode, un nouveau programme. Non. Comme je vais essayer de vous le montrer, la contribution fondamentale de Ted Grant a été en fait la défense implacable des idées fondamentales de Marx, Engels, Lénine et Trotsky, dans un contexte où ces idées étaient caricaturées, déformées par, d'un côté, les staliniens, bien sûr, qui se réclamaient de Marx et de Lénine, mais aussi déformées, caricaturées, abandonnées par les dirigeants de feu la 4e internationale. Autrement dit, notre internationale n'est pas une branche originale, singulière, qui aurait poussé sur la base d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle idée, un peu, vous savez, comme ces sectes religieuses qui ont tout d'un coup un point de doctrine. Jésus va revenir dans je ne sais combien d'années, ou il s'est passé ceci avec la Vierge Marie, ou je ne sais pas quoi, et qui décident de fonder une nouvelle école. Rien de tel. En réalité, c'était la défense des idées, des méthodes fondamentales du marxisme. De même d'ailleurs que le trotskisme, contrairement à ce qu'on entend parfois, souvent, bien sûr dans la bouche de ses adversaires, le trotskisme n'est pas une branche singulière qui se serait détachée du grand courant du marxisme sur la base d'idées particulières qui auraient été celles de Trotsky et qui auraient différé de celles de Marx, Engels ou de Lénine. Non pas que Trotsky n'ait pas apporté, bien sûr, des contributions positives et importantes à la théorie marxiste, mais Trotsky lui-même se considérait comme un léniniste, comme un marxiste, et à juste titre. La tâche de Trotsky était fondamentalement de défendre les idées
élémentaires et les méthodes élémentaires du marxisme, là aussi face au révisionnisme qui sévissait, en particulier, on l'a abordé à plusieurs reprises ce matin, aujourd'hui, en particulier vis-à-vis du stalinisme, qui lui était une monstrueuse caricature du marxisme. Plus, bien sûr, Trotsky, son autre contribution, c'est une application, c'est pas simplement qu'il a défendu dans l'abstrait en général les idées fondamentales du marxisme, mais c'est qu'il les a appliquées au développement de la lutte des classes internationales en son temps. Après la mort de Lénine en 1924, Trotsky était le principal théoricien capable de produire une solide analyse marxiste de tous les événements que Lénine ne pouvait pas analyser puisqu'il était mort et qui n'étaient pas des petits événements, le fascisme, le stalinisme, le développement du stalinisme, la politique des fronts populaires dans les années 30, etc., etc. De même, après la mort de Trotsky, assassiné par un agent de Staline, comme vous le savez, en 1940, Ted Grant est celui qui a le mieux défendu, et de loin, le mieux défendu les idées du marxisme dans un nouveau contexte. Celui de la Deuxième Guerre mondiale d'abord, puis des 30 Glorieuses, là, cette longue période d'expansion du capitalisme après la Deuxième Guerre mondiale, les révolutions coloniales après la Deuxième Guerre mondiale, le renversement du capitalisme en Europe de l'Est, la révolution chinoise dont on a parlé tout à l'heure, la révolution cubaine, etc., et bien d'autres événements majeurs, la crise des années 70, la révolution iranienne, la révolution chilienne, la transition, la chute du franquisme, etc., etc. Ce faisant, Ted Grant, comme Trotsky, n'a pas simplement produit des analyses théoriques, il ne s'est pas contenté d'appliquer les idées fondamentales du marxisme aux événements contemporains, qui lui étaient contemporains, et il ne s'est pas contenté de développer des perspectives. Il a aussi, comme Trotsky, comme Marx et comme Engels, consacré toute son énergie et rattaché toutes ses analyses théoriques à la tâche de construire une organisation révolutionnaire internationale. Il a construit d'abord cette organisation Ted Grant en Grande-Bretagne, puis à partir des années 1970, on a commencé à développer une organisation internationale. Pourquoi à partir des années 70 ? Parce que pendant toute une période, disons depuis les années 30 jusqu'à la moitié des années 60, Ted Grant faisait partie, avec des hauts et des bas, ou a fait partie, à plusieurs reprises, de la 4e internationale fondée par Trotsky en 1938. Il en a été exclu plusieurs fois, je crois au total 3 fois, au moins 3 fois. Non pas parce qu'il avait brisé la discipline interne, vous savez, quand on exclut un camarade, c'est un acte grave. On n'exclut pas à la légère dans notre organisation, on n'exclut pas pour des divergences politiques, sauf si ce sont des divergences... je ne sais pas, si un camarade décide que ce qu'il faut faire, c'est privatiser l'économie et appliquer un plan d'austérité, on va lui dire, tu exclus, puis va te faire soigner. Mais c'est rare, rarissime. Mais en général, les exclusions, c'est des ruptures très nettes de la discipline interne de l'organisation, des fautes morales ou des fautes de discipline très, très, très sérieuses. Non, c'est pas pour ça que Ted Grant a été exclu à 3 reprises de la 4e internationale, mais c'est parce qu'il défendait des idées qui allaient à l'encontre des idées des dirigeants de la 4e internationale, et que les dirigeants de la 4e internationale, à un certain stade, ne savaient plus répondre autrement aux idées de Ted Grant que par l'exclusion pure et simple, mais j'y reviendrai. Donc à partir de 1964, Ted Grant tourne le dos à la 4e internationale et s'oriente résolument vers la construction d'une nouvelle internationale. Pour un marxiste, la nécessité de construire une internationale va de soi. Le capitalisme ne peut pas être renversé, et en tout cas, ou plutôt, le socialisme puis le communisme ne peuvent pas être construits simplement dans les limites des frontières d'un seul pays. Comme disait Marx très, très tôt, dès l'idéologie allemande, en 1845, il disait le communisme ne peut être que mondial, sera mondial ou ne sera pas.
Cette idée fondamentale, évidemment, implique la nécessité de construire une internationale et non pas des partis nationaux pour œuvrer collectivement au renversement du capitalisme à l'échelle mondiale. Mais ce qui est remarquable, c'est que lorsque Ted Grant rompt définitivement, et pour la dernière fois avec la 4e internationale, enfin rompt, a été exclu pour la 3e fois de la 4e internationale, et il tourne le dos à la 4e internationale, il dit c'est fini, il n'y a plus rien à attendre de cette organisation qui est en train de se disloquer en secte irrécupérable. Il écrit notamment en 1970 un texte qu'on a là, je crois, le programme de l'internationale. L'a-t-on ? Oui, on l'a, je le vois. Et ce qui est amusant, c'est que le titre de ce texte, on se dit, tiens, il y a une internationale. Non, à l'époque où il écrit ça, il n'y a pas d'internationale. Ted Grant écrit ça, ils ont une organisation de 200 à 300 militants, je crois, en Grande-Bretagne, et c'est tout. Mais Ted avait la perspective bien en tête qu'il ne s'agissait pas de construire simplement un parti révolutionnaire en Grande-Bretagne, mais qu'il s'agissait désormais de s'orienter vers la construction d'une internationale. Ce qu'il a fait, et quelques décennies plus tard, voilà que nous avons l'internationale communiste révolutionnaire, c'est-à-dire effectivement une internationale active dans des dizaines de pays à travers le monde et qui grandit de plus en plus vite, comme les camarades le savent. Bon, après cette longue introduction, j'en reviens au tout début de l'activité politique de Ted Grant. Il est né en Afrique du Sud en 1913 et il est gagné au marxisme très jeune, à l'âge de 15 ans, par un colocataire, enfin plutôt quelqu'un qui louait une chambre chez les parents de Ted. Et au début des années 30, Ted participe avec celui qui l'avait gagné au marxisme à la création du mouvement trotskiste en Afrique du Sud. Mais il y avait des limites au déploiement des talents et de l'activité politique de Ted en Afrique du Sud, qui était un pays où la classe ouvrière était très petite, etc. Et il voulait élargir son horizon, élargir son activité. Et il prend la décision de partir, donc très jeune, hein, à 20 ans à peu près, à l'âge de 20 ans ou même avant. Oui, moins de 20 ans, il décide de partir à Londres en 1934, non, 21 ans. À l'époque, en 1934, qu'est-ce qu'il trouve en Grande-Bretagne ? Il trouve un mouvement trotskiste qui venait, au niveau international, de changer d'orientation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Jusqu'en 1933, le mouvement que dirigeait Trotsky au niveau international s'appelait l'opposition de gauche internationale. Opposition à quoi ? L'opposition de gauche à la direction de l'internationale communiste qui avait été fondée en 1919 par Lénine, Trotsky et les dirigeants du parti bolchevique, dans la foulée de la révolution russe et dans la foulée de la trahison des dirigeants de la Deuxième Internationale qui avaient capitulé en 1914 et qui avaient tous rallié, tous sauf les bolcheviks et les Serbes, rallié leur propre bourgeoisie. Donc jusqu'en 1933, et j'expliquerai pourquoi 1933, Trotsky ne proposait pas de construire de nouveaux partis communistes, ne proposait pas de construire une nouvelle internationale communiste, mais menait son action à l'intérieur des partis communistes existants, ou plutôt comme groupe exclu des partis communistes, car en 1933, tous les trotskistes étaient exclus des partis communistes. Il n'empêche qu'ils s'orientaient vers la base des partis communistes et ils menaient leur action, ils apportaient un soutien critique, si vous voulez, aux partis communistes, dont ils s'efforçaient de gagner les militants, parce que les partis communistes avaient toujours une base de masse et bénéficiaient d'un appui, malgré la bureaucratie stalinienne, bénéficiaient d'un appui très significatif dans la classe ouvrière internationale. Le tournant de 1933, c'est quoi ? C'est l'arrivée au pouvoir de Hitler. C'est la défaite catastrophique du Parti communiste allemand, de la classe ouvrière allemande, qui est écrasée sous la botte nazie suite aux erreurs que Daniel a évoquées ce matin, des erreurs de la direction du Parti communiste allemand, erreurs qui étaient inspirées des dirigeants de l'internationale communiste, cette théorie absurde du social-fascisme, où ils ont paralysé la classe ouvrière allemande, empêché l'unification des travailleurs sociodémocrates et communistes dans une politique de front unique, et ce faisant, paralyser la classe ouvrière et permis aux hordes de nazis de Hitler d'écraser le mouvement ouvrier, d'écraser les organisations ouvrières,
et d'écraser la plus puissante classe ouvrière européenne et le plus puissant parti communiste européen, sinon le plus puissant de toute l'internationale communiste. C'était une catastrophe, une véritable catastrophe, dont Trotsky note qu'elle ne provoquait aucun remous dans l'internationale communiste. C'est-à-dire, les dirigeants de l'internationale communiste, à les entendre, tout s'était très bien passé. Et après Hitler, ce sera le tour des communistes. C'était littéralement l'un des mots d'ordre des dirigeants, je ne sais plus quel dirigeant, Thalmann, qui disait « Après Hitler, les communistes ». Après Hitler, ça n'a pas été les communistes. Après Hitler, les communistes, ils étaient en prison ou fusillés. Donc, absence totale de réaction, absence totale de débat au sein de l'internationale communiste, ce qui voulait dire que cette internationale était morte du point de vue de son régime interne. La bureaucratie était telle que les travailleurs ne pouvaient même pas exprimer quelques doutes en disant « Chef, nos camarades allemands se sont en train de pourrir en prison, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas commis une erreur ?» Non, impossible. Et à partir de ce moment-là, l'impact de cette défaite sur la classe ouvrière internationale, sur l'avant-garde internationale, est telle que Trotsky considère que désormais, se présenter comme opposition interne à la direction de l'internationale communiste n'est plus la bonne tactique et qu'il faut s'orienter vers la création d'une nouvelle internationale. Parce que le drapeau de la Troisième Internationale avait été définitivement sali, discrédité par la catastrophe allemande. Et donc Trotsky proclame dès 1933, si vous lisez les écrits de Trotsky, et vous pouvez les trouver en ligne, vous verrez qu'après la catastrophe allemande, il dit il faut orienter nos forces vers de nouveaux partis communistes et une nouvelle internationale. Donc, après cette parenthèse, quelle était la situation dans le mouvement ouvrier britannique, mais même international, lorsque Ted Grant arrive en Grande-Bretagne en 1934 ? 1934, il y a crise profonde du capitalisme, c'est les années 30, c'est la dépression, c'est une crise économique très sévère qui frappe la classe ouvrière, qui provoque donc une radicalisation et une polarisation énorme dans la classe ouvrière, enfin dans la société, et une radicalisation de la classe ouvrière, mais les partis communistes sont tellement bureaucratisés qu'ils se montrent incapables de refléter, d'exprimer cette radicalisation, de sorte que, conformément finalement à l'idée qui avait inspiré à Trotsky la tactique de nouvelle internationale, beaucoup de travailleurs sont très réticents à adhérer à l'internationale communiste, à adhérer au Parti communiste, qui garde une base de masse. Mais beaucoup de travailleurs commencent à s'orienter vers les partis socialistes, la social-démocratie, qui du coup est polarisée avec des tendances de gauche, des tendances centristes, comme on dit chez les marxistes, c'est-à-dire qui oscillent entre le réformisme et le marxisme. Et donc, Trotsky, avec ses petites forces, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Belgique et ailleurs, envoie ces forces, ces petites forces, parfois quelques dizaines, parfois quelques centaines de militants, les envoie faire une entrée dans les partis sociaux-démocrates pour essayer de gagner un maximum des jeunes travailleurs qui ne pouvant pas exprimer leur radicalisation à travers les partis staliniens, s'orientent vers les partis sociaux-démocrates, qui virent à gauche et qui voient se développer en leur sein des tendances de gauche qui s'orientent vers le marxisme. Ceci dit, cette politique dite entriste a suscité toutes sortes de débats et de divisions et de polémiques au sein du mouvement trotskiste. Alors, il ne faut pas croire que Trotsky avait une autorité indiscutée. Il avait une très très grande autorité, bien sûr. Après tout, il avait été l'un des principaux dirigeants, avec Lénine, le dirigeant de la révolution russe, le chef de l'armée rouge qui avait remporté la guerre civile. Il avait une notoriété considérable, mais il rencontrait une résistance dans ses propres rangs, dans les rangs de sa propre organisation, notamment lorsqu'il s'agissait d'entrer. Parce que des camarades disaient « Comment vous voulez qu'on rejoigne la social-démocratie, les socialistes, les social-traîtres, ceux qui ont fait assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en Allemagne en 1919, ceux qui nous ont trahis, ceux qui ont capitulé en 1914, qui ont rallié leur propre bourgeoisie. » Bref, la social-démocratie, dans la tête d'un communiste, c'était les traîtres. Et vous nous demandez d'abandonner les partis communistes pour aller rejoindre les sociodémocrates? Jamais de la vie, etc. C'est une question de principe. Et Trotsky faisait ce qu'il pouvait pour essayer de leur faire comprendre que ce n'était pas une question de principe, c'est une question de tactique. Et que ce n'est pas parce qu'un travailleur était membre du Parti socialiste
qu'il était pourri et réformiste. Il fallait distinguer la base des dirigeants. Et donc, toutes sortes de résistances, toutes sortes de crises, de scissions, dont je n'ai pas du tout le... Je vais sans doute être plus long. Et toutes sortes de résistances, de scissions, des gens qui, une fois rentrés, avaient accepté de rentrer, ne voulaient plus sortir. Ça, c'est typique aussi. Trotsky disait quelque part, l'ultra-gauchiste est un opportuniste qui a peur de son propre opportunisme. Et quand les ultra-gauchistes étaient rentrés dans un parti réformiste, ils ne voulaient plus en sortir, ils étaient bien avec les réformistes, ils étaient bien avec ils s'adaptaient de façon opportuniste à cet environnement. Le problème est que le mouvement trotskiste était sous la pression colossale, qui était un petit mouvement. Guère plus grand, et même désormais de taille peut-être similaire, voire moins importante que l'Internationale communiste révolutionnaire aujourd'hui, sous la pression considérable des appareils staliniens, des sociodémocrates, de la pression des appareils sociodémocrates, de la bourgeoisie, enfin de toutes les forces qui pesaient contre les trotskistes, et une composition sociale qui n'était pas très bonne, parce que bien souvent des gens adhéraient à l'organisation de Trotsky, simplement parce qu'ils n'aimaient pas le stalinisme. Mais ce n'est pas une base suffisante. Il faut être aussi communiste et révolutionnaire. Ne pas aimer le stalinisme, ça ne suffit pas. Et donc vous aviez tous sortes d'éléments petits bourgeois, des gens qui étaient aux marges du mouvement ouvrier. Des aventuriers, des individualistes, des gens un peu bizarres. Anouk me disait des gens qui étaient habillés bizarrement. Tu vois, quand il est arrivé, ils étaient tous un peu bohèmes, ils jouaient un peu vous voyez, les marginaux. Et Ted Grant arrive là-dedans, dans cette ambiance, où il y avait 3 ou 4 minuscules organisations de trotskistes en Grande-Bretagne, qui toutes se réclamaient de la 4e internationale, toutes se réclamaient de Trotsky, mais passaient leur temps entre elles à se chamailler, à polémiquer, tournant le dos à la classe ouvrière, ne s'intéressaient pas à ce qui se passe dans la classe ouvrière. Et Ted Grant était un peu désabusé par ça, mais enfin il était très jeune, je vous l'ai dit, 21 ans, donc il faisait son expérience. Il a adhéré à l'une de ces organisations, mais il en a été exclu assez rapidement. Encore une fois, pas simplement parce que les gens trouvaient qu'il avait une trop grande gueule et puis qu'il faisait de l'ombre aux dirigeants officiels de leur petite organisation. Et donc, il a essayé de batailler, puis au bout d'un moment, il a dit, bon, ben puisqu'il y a déjà 2 ou 3 organisations, on va en créer une 4e où ils nous foutront la paix. Et ils ont lancé cette Ligue internationale des travailleurs, où ils étaient, je vous l'ai dit, 9 au total. Simplement, eux, au lieu de continuer les chamailleries et les débats idiots entre petites organisations, ils se sont tournés vers la classe ouvrière londonienne, avec une méthode toute simple, vente du journal, discussion, contact, réunion publique, et très vite, dans ce contexte de radicalisation qui existait, ils sont passés de 9 à 30 militants en l'espace de 6 mois, et là, il y a quelque chose d'intéressant, petite anecdote intéressante qui s'est produite. Vous aviez James Cannon, qui était le dirigeant de la section américaine de la 4e internationale, qui était, on peut dire, l'élément sur lequel Trotsky s'appuyait le plus, puisque la section américaine de la 4e internationale était la plus grande section. James Cannon était quelqu'un qui avait des qualités organisationnelles, qui faisait partie du mouvement communiste américain depuis de longues années. Et James Cannon est allé en Europe, en amont du congrès, congrès fondateur de la 4e internationale, qui a eu lieu en 1938. Cannon est allé en Europe avec pour mission d'unifier, de mettre un peu d'ordre dans le mouvement trotskiste européen, et notamment d'unifier le mouvement trotskiste en Grande-Bretagne. Parce que c'est ces 3 ou 4 organisations qui se réclament du trotskisme, est-ce qu'elles ne peuvent pas se mettre d'accord et arrêter leur chamaillerie idiote. Et donc, il arrive, James Cannon, et il réunit tout le monde, et il dit, bon voilà, vous allez tous vous unir désormais, et faire une seule organisation trotskiste. Et Ted Grant a répondu, il dit, mais ça ne vous intéresse pas de savoir sur quelle base politique, théorique et programmatique on s'unit, parce que si jamais, je vous signale que nous n'avons pas du tout les mêmes que les autres organisations, qui racontent n'importe quoi sur tel ou tel sujet. Et James Cannon, il dit non, c'est des broutilles. Et Ted Grant a refusé la fusion. Ted Grant a dit non, fusionnez vos 2 ou 3 autres organisations si vous voulez. Nous, on n'est pas d'accord pour une fusion sans principe, parce qu'une fusion sans principe, c'est la meilleure recette pour des scissions à court terme. Et de fait, quelques semaines après avoir fusionné, les autres organisations ont commencé à se quereller à nouveau, mais au sein de la même organisation, et elles ont fini par scissionner, pendant que la WIL, donc la Workers' International League, se développait, elle, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vois que je suis beaucoup plus long que j'aurais prévu, je ne vais pas vous parler de la politique militaire révolutionnaire, c'est-à-dire de la politique menée par Ted Grant, élaborée par Trotsky et menée par Ted Grant pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'autant que je sais qu'Anouk va faire une intervention là-dessus. En tout cas, désormais, elle doit. Et toujours est-il qu'ils ont appliqué de façon flexible, intelligente, la politique et le programme du marxisme dans un contexte de guerre où la Grande-Bretagne, vous le savez, était bombardée par les nazis, etc. Quand les autres organisations avaient une position pacifiste, abstraite, totalement absurde, qui consistait à dire quasiment que les nazis envahissent la Grande-Bretagne ou pas, c'est pas très important, vive la lutte des classes, etc. Bon bref, Anouk vous expliquera tout ça très bien. Les trotskistes britanniques se sont développés, les camarades de Ted Grant, l'organisation de Ted Grant s'est développée très bien, très vite, plusieurs centaines de militants. Ils ont mené un travail dans les forces armées. Ils ont mené un travail dans la classe ouvrière britannique pendant la guerre. Et ils sont sortis en 1944 avec une organisation 10 fois plus importante, 10 fois plus forte que les ex-sections officielles de la 4e internationale. Ceci a mis dans l'embarras James Cannon et les dirigeants officiels de la 4e internationale. À ce moment-là, Trotsky n'était plus là, mort en 1940. Parce que la section non officielle avait grandi considérablement sous la direction de Ted Grant et d'autres camarades. Mais les sections officielles étaient dans un état absolument pathétique. Et donc ça devenait un problème pour la 4e internationale. Et donc ils ont demandé à Ted Grant de bien vouloir fusionner avec les petites organisations, ce que Ted Grant a accepté de faire. Parce que pour le coup, son organisation avait une majorité écrasante dans la nouvelle organisation. Cette organisation, donc, après la fusion de la WIL et de ses autres organes, cette organisation s'appelait le RCP, Revolutionary Communist Party, Parti communiste révolutionnaire. Mais après la guerre, les divergences de Ted Grant avec la direction de la 4e internationale et les manœuvres de la direction de la 4e internationale contre Ted Grant n'ont pas cessé. Et ça, c'est peut-être là l'élément le plus important dans notre histoire. Il faut essayer de comprendre la dynamique et les raisons fondamentales. Ce n'était pas juste une histoire de rancune, même si ça a joué, entre James Cannon et Ted Grant et des histoires de prestige. Ça a joué, bien sûr. Mais les histoires de prestige émergent toujours sur un fond politique. Le problème, c'était quoi ? C'est que l'assassinat de Trotsky en août 1940 était un coup terrible porté à la 4e internationale. Staline, d'ailleurs, savait ce qu'il faisait. Il savait qu'en assassinant Trotsky, il décapitait la 4e internationale. Et on sait que Staline a dit « J'insiste pour qu'on assassine Trotsky parce qu'ils n'ont pas de bons dirigeants à part lui ». En quoi il avait raison. Et les autres dirigeants de la 4e internationale, des gens dont vous avez peut-être entendu parler le nom, Pierre Frank, James Cannon, je vous le citais, Ernest Mandel, Pablo, etc., ils n'étaient pas du tout à la hauteur des tâches. Ils étaient en particulier incapables de comprendre la nouvelle situation qui était créée par la façon dont la Deuxième Guerre mondiale s'était terminée. Et qui ne s'était pas terminée exactement comme Trotsky l'avait anticipé. Qu'est-ce que Trotsky disait, notamment dans le programme de transition qu'on a là aussi, en 1938 ? Quelles étaient les perspectives ? Il disait qu'il va y avoir la guerre mondiale, et à l'issue de cette guerre mondiale, sur la base d'une analogie avec l'issue de la Première Guerre mondiale, Trotsky disait « Il y aura une vague révolutionnaire, qui va provoquer un effondrement plus ou moins rapide de la Deuxième internationale et de la Troisième internationale. Il y aura une crise larvée du système capitaliste. Il y aura les conditions favorables pour l'émergence de la 4e internationale comme une force de masse capable de prendre le pouvoir dans un délai relativement court. En ce qui concerne la bureaucratie stalinienne en Union soviétique, la perspective de Trotsky était la suivante. Elle s'effondrera, soit parce que les armées hitlériennes auront vaincu les armées soviétiques et auront restauré le capitalisme en Union soviétique, soit parce que, l'issue favorable, parce que la classe ouvrière russe aura accompli une révolution politique, aura renversé la bureaucratie stalinienne et restauré un régime de démocratie ouvrière, un État ouvrier sain. Eh bien, comme vous le savez, la réalité n'a pas exactement été celle-là dans la foulée, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale.
En particulier, le stalinisme n'a pas été renversé. Loin de là, il est sorti considérablement renforcé de la Deuxième Guerre mondiale, notamment et principalement du fait de son rôle décisif dans l'issue de la guerre elle-même et dans la défaite des armées de Hitler. Et vous savez qu'il est arrivé assez loin en Europe, le régime stalinien. Il y a bien eu une vague révolutionnaire, comme Trotsky l'avait anticipé, mais cette vague révolutionnaire a été étouffée, trahie par les dirigeants staliniens, précisément du fait de leur autorité considérable. Il faut voir en France, le Parti communiste français à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 500 000 adhérents, c'est des millions de travailleurs qui votent pour le PC, c'est l'autorité considérable du Parti communiste et c'est le contrôle de la CGT, 5 millions d'adhérents. Donc ils avaient les forces, ils avaient les capacités d'étouffer la vague révolutionnaire qui s'est développée en Italie, en Grèce, en France et ailleurs. Et cet étouffement de la vague révolutionnaire qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, on a d'ailleurs, je crois, un article là-dessus dans le journal, où Jules explique bien tout ça. Ça a créé les conditions politiques d'une reprise et d'une expansion sans précédent, ou à part peut-être la révolution industrielle au XIXe siècle, sans précédent du capitalisme au niveau européen et au-delà, aux États-Unis et à l'échelle internationale. Donc, une grande phase de croissance et donc de stabilisation relative des rapports entre les classes. Autant de choses qui n'étaient pas dans les perspectives de Trotsky. Et le problème central, la chose la plus importante à comprendre peut-être sur cette question, c'est que la faillite de la 4e internationale, des dirigeants de la 4e internationale et au final de la 4e internationale elle-même, vient du fait que, au lieu d'analyser la nouvelle réalité, la réalité objective de la situation telle qu'elle a émergé de la Deuxième Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi, au lieu de prendre acte de ce qui se passait sur le plan diplomatique, militaire, économique, des rapports entre puissances, le poids de l'Union soviétique, le poids des partis communistes, etc., la croissance économique. Au lieu de prendre acte de ça, les dirigeants de la 4e internationale se sont attachés aux perspectives de Trotsky et ont essayé de faire correspondre la réalité aux perspectives de Trotsky. Alors que, normalement, si vos perspectives sont contredites par la réalité, vous n'allez pas changer la réalité, c'est les perspectives qu'il faut changer, c'est les anticipations qu'il faut changer. Et ceci a fait commettre des erreurs tout à fait ridicules, grotesques, énormes aux dirigeants de la 4e internationale. Par exemple, au début d'une phase de reprise rapide de l'économie mondiale, ils disaient il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de croissance économique, le capitalisme européen va sombrer dans une récession ou dans une stagnation indéfinie, etc. Donc, il y aura des régimes bonapartistes, ce sera soit le fascisme, soit la révolution, soit des dictatures bonapartistes, etc. Il y aura un effondrement imminent du stalinisme, après tout parce que Trotsky avait dit que le stalinisme allait s'effondrer, il fallait bien qu'il s'effondre. Ils ont écrit même une fois, une simple pression diplomatique sur Moscou suffira à faire s'effondrer le régime stalinien. Il disait la guerre n'est pas terminée, certains. James Cannon est allé jusqu'en 1946, je crois qu'il continue à dire la guerre mondiale est toujours là, ou en tout cas il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare à court terme. La révolution socialiste est au coin de la rue, est à l'ordre du jour, et la 4e internationale est sur le point de devenir la grande force qui va diriger le prolétariat mondial. Je n'exagère pas, tout ça est écrit noir sur blanc dans les documents des dirigeants de la 4e internationale en 1945, 1946, 1947 et dès 1944. Autant de choses complètement absurdes. Contre quoi Ted Grant luttait en disant non, ça n'est tout simplement pas ce qui se passe. Il a appliqué, Ted Grant, tout simplement le premier principe de la dialectique, à savoir la vérité est toujours concrète et il faut partir du réel concret, pas des abstractions. Il ne faut pas essayer de faire correspondre la réalité à des abstractions, à des idées préconçues. Il faut développer, généraliser, développer les idées et les généralisations à partir du réel, à partir de la situation telle qu'elle évolue, au lieu de transformer les perspectives en des espèces de dogmes, de boules de cristal qui vous donnent l'avenir à coup sûr. Donc, les dirigeants étaient complètement désorientés, ont désorienté leur base. Ils ne comprenaient pas que dans le contexte que je viens de vous décrire, croissance économique,
énorme autorité du stalinisme, renforcement des tendances réformistes dans le mouvement ouvrier sur la base de l'expansion du capitalisme. Sur ces deux bases-là, la 4e internationale ne pouvait pas envisager mieux qu'une croissance modeste pendant toute une période, en attendant un changement de conjoncture décisif. Changement de conjoncture qui arrivait dans les années 70, avec la crise mondiale des années 70. Mais jusque-là, Ted Grant disait, tout ce qu'on peut faire, c'est préserver nos forces, former des cadres, développer des dirigeants, développer des militants formés, accroître nos forces dans la mesure du possible, mais certainement pas aspirer à la direction du mouvement ouvrier et à remplacer les staliniens et les réformistes qui, dans le contexte actuel, ont d'énormes réserves de masse, et ces réserves de masse ne vont pas s'épuiser simplement parce qu'on le demande, parce qu'on le proclame. Il faudra des grands événements et de grandes trahisons de dirigeants communistes et sociodémocrates pour que leur autorité s'effondre et que les marxistes puissent émerger comme une force de masse. Chose toute simple, évidente, mais qui à l'époque était un livre fermé pour les dirigeants de la 4e internationale. Et Lénine expliquait, quand vous ne corrigez pas une erreur, et que vous répétez une erreur, ça devient une tendance, et vous finissez par faire l'erreur contraire, etc. Et donc, après avoir expliqué qu'il n'y avait pas de croissance économique, que le capitalisme ne pouvait plus se développer, que les forces productives ne pouvaient plus se développer, ils ont fait, comme c'est classique, un tournant de 180 degrés, notamment Ernest Mandel et d'autres, et ils ont commencé à expliquer, ils ont admis qu'il y avait de la croissance économique au bout d'un certain temps, et ils ont commencé à développer l'idée que le capitalisme avait dépassé ses contradictions, et qu'il n'y aurait plus de crise. Ils ont commencé à jouer avec des idées keynésiennes, c'est-à-dire avec l'idée que le capitalisme, en investissant, avec une bonne politique fiscale, en dépensant dans l'armement, etc., peut-être que le capitalisme arriverait à dépasser ces contradictions. Et là aussi, Ted Grant a dit, mais non, c'est pas parce qu'il y a une phase de croissance qu'il n'y aura plus de crise. Il y aura nécessairement une crise, c'est les lois fondamentales du capitalisme. Simplement, cette crise a été retardée pendant toute une période pour une série de facteurs bien déterminés. Après avoir dit le stalinisme va s'effondrer, ils ont commencé à avoir une attitude opportuniste vis-à-vis de certains nombres de régimes staliniens. Je parle des dirigeants de la 4e internationale, notamment vis-à-vis de Tito, puisque vous savez qu'il y a eu un conflit. C'était quand déjà dans les années... fin des années 40, début des années 50, je ne sais plus quand. Quoi ? Fin des années 40. Entre Tito et Staline, parce que Tito avait sa propre base. En Yougoslavie, le capitalisme n'a pas été renversé par la bureaucratie soviétique à la suite d'une invasion de l'armée rouge. L'armée des partisans que dirigeait Tito a joué un rôle absolument décisif dans la lutte contre les occupants nazis et dans la lutte contre le capitalisme yougoslave. Et donc Tito avait sa propre base dans la population. Et donc il y a eu un conflit entre la bureaucratie titiste et la bureaucratie stalinienne. Eh bien, sur la base de ce conflit, les dirigeants de la 4e internationale ont découvert que la Yougoslavie titiste était un État ouvrier relativement sain. Et ils envoyaient des documents au Parti communiste yougoslave en disant « Camarades, c'est très bien, vous êtes en train de faire la dictature du prolétariat, en avant vers la révolution mondiale grâce à vous », alors que le régime de Tito était un régime bureaucratique, stalinien, simplement qui était entré en conflit avec le régime de Staline, de même qu'on l'a évoqué très rapidement ce matin, le régime vietnamien est entré en conflit avec le régime chinois et les Chinois avec les soviétiques, etc. Deux bureaucraties nationalistes qui sont rivales à certains égards et qui peuvent rentrer en conflit. Ils ont parlé de Tito comme d'un trotskiste inconscient, puis ce fut le tour de Mao d'être un trotskiste inconscient, puis ce fut le tour de Castro d'être un trotskiste inconscient. La formule n'est pas de moi, elle a été utilisée. Et Ted Grant, les bras lui ont tombé. Il se disait, c'est pas possible, ces gens-là ne savent pas analyser ce qu'est un État ouvrier déformé, qui soit dirigé par Castro, Tito, Mao ou Staline. Et en réalité, ces gens cherchaient un raccourci. Ils essayaient de trouver, de donner à Castro, Tito et Mao la responsabilité de faire la révolution mondiale, puisque même galéraient dans ce domaine. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous avez vraiment, je vous conseille la lecture pour ceux qui ne l'ont pas fait, encore de ce document, écrit en 1970, où Ted Grant, après une très rapide histoire de la première, deuxième et troisième internationale, consacre l'essentiel de cette brochure à une analyse de toutes les erreurs des dirigeants de la 4e internationale.
Analyse qu'il a distillée pendant des décennies, entre 1944 et 1964, c'est-à-dire pendant 20 ans, il a mis une misère pas possible à James Cannon, Pablo Mandel et compagnie. Il envoyait des documents, il envoyait des amendements, il envoyait des résolutions, il envoyait des analyses en disant mais non, mais non, mais non, mais non. Évidemment, ça les énervait énormément, parce qu'il avait raison, et parce qu'il ne savait pas comment répondre politiquement à ces gens-là. Et donc, ça c'est intéressant. Enfin, c'est important à comprendre aussi. Le bureaucratisme, il y a différents types de bureaucratisme. Vous avez le bureaucratisme de type stalinien, qui est quelque chose qui a une base économique et sociale bien déterminée. Vous avez le bureaucratisme réformiste, qui a aussi une base économique. C'est la pression de la bourgeoisie sur les sommets de la social-démocratie. Mais vous pouvez avoir un bureaucratisme dans une petite organisation. Et le bureaucratisme dans une petite organisation, ça commence comment? C'est pas une histoire de fric ou de je sais pas quoi, parce que c'était pas des gens riches. C'est quand vous ne savez pas comment répondre politiquement à des critiques, que vous n'avez pas de réponse politique, alors la solution c'est de dire c'est comme ça, et puis c'est la discipline, et puis c'est la majorité qui l'emporte, et puis tu dois fermer ta gueule, et puis ça c'est le début du bureaucratisme. Et comme Ted Grant lâchait rien, ils ont fini par l'exclure sous des prétextes divers et variés, mais en réalité la raison pour laquelle ils l'excluaient, c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre à ces arguments et que Ted Grant a porté atteinte à leur autorité de dirigeant. Et comme ils ne savaient pas répondre, ils ont préféré l'exclure. Donc la dernière fois qu'il a été exclu, je vous l'ai dit, en 1964, il a dit « Adieu à la 4e internationale, c'est terminé, c'est complètement disloqué, ça va nulle part ». Il y avait eu 36 000 scissions, des opportunistes, des ultra-gauchistes. Et il s'est lancé... toujours en Grande-Bretagne bien sûr, dans un nouveau journal, The Militant, qui s'orientait vers le parti travailliste, donc grand parti réformiste de la classe ouvrière britannique. Pourquoi vers le parti travailliste? Parce que Ted Grant anticipait qu'en 1964, bon, c'était toujours la phase d'expansion du capitalisme, ça. On pouvait faire du travail indépendant, mais ça n'allait pas porter beaucoup plus qu'à l'intérieur du Parti travailliste. Mais par contre, à l'intérieur du Parti travailliste, ce qui n'empêchait pas de faire du travail indépendant, je veux dire, ils vendaient le journal dans la rue, etc. Ted Grant avait l'idée, la perspective, que lorsque la crise du capitalisme allait frapper la Grande-Bretagne, cette crise s'exprimerait, la radicalisation des travailleurs s'exprimerait nécessairement à l'intérieur de la grande organisation traditionnelle des travailleurs britanniques, à savoir le Labour Party, où il n'y avait pas de parti communiste. À l'époque, il était minuscule, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été dissous, mais enfin, ça n'a jamais été un grand parti, le Parti communiste britannique. Et donc, Ted Grant a anticipé qu'il valait mieux commencer à rentrer dans le Parti travailliste en anticipation de l'époque où la radicalisation s'y exprimerait. Et c'est bien ce qui s'est passé avec la crise des années 70. Nos camarades, par un travail patient, ont fini par gagner la direction de la jeunesse socialiste, l'organisation de jeunesse du Labour Party, et sur cette base, créer des liens avec le mouvement syndical, commencer à gagner des militants du Parti travailliste, commencer à gagner des jeunes à l'extérieur du parti, au point d'arriver, sur la base donc de la radicalisation des années 70, au point d'arriver à la fin des années 80, avec une organisation de militantes qui comptait 8000 militants, enfin entre 6 et 8000 militants, 3 députés, tous élus via le Parti travailliste, bien sûr, pas des députés élus sur le... Voilà, des députés investis par le Parti travailliste, 200 permanents, et pendant toute une période, le contrôle de la mairie de Liverpool, qui est une des plus grandes villes du pays. Et à travers ce processus-là, et notamment à travers le contrôle de la jeunesse socialiste, la jeunesse socialiste, c'était pas rien en Grande-Bretagne, c'était un nom. À travers le contrôle de la jeunesse socialiste, nos camarades ont commencé à établir des contacts avec la jeunesse socialiste espagnole. Ça n'avait rien à voir avec la jeunesse socialiste d'aujourd'hui. D'ailleurs, la jeunesse socialiste d'aujourd'hui, il faut chercher avec une loupe, quoi. Elle est détruite. Vous ne les voyez pas sur les manifs, etc. Mais à l'époque, c'était quelque chose, la jeunesse socialiste. Il y avait des militants, c'était connu. Et les Espagnols, jeunesse socialiste espagnole, en Italie aussi, je crois, en Suède, en Allemagne de l'Ouest, etc., on a commencé à faire des contacts et à poser les bases d'une internationale. La lutte contre la poll tax. La poll tax, c'était une taxe très injuste du gouvernement de Thatcher, qui taxait les riches comme les pauvres la même somme au nom de taxe immobilière. Nos camarades ont animé un mouvement de masse, une campagne de boycott de la poll tax. 18 millions de personnes ont refusé de payer la taxe.
imposée par Thatcher. Il y avait des manifestations de masse, 100 000, 200 000 personnes. Ça a contribué à la chute de Margaret Thatcher. Et, épisode suivant, la section britannique a été détruite au début des années 90. En 1992, Ted Grant et Alan Woods ont été exclus du parti, de l'organisation. Ils sont sortis, ils ont été exclus, ils n'ont pu embarquer qu'une toute petite minorité. Et il y a eu des scissions dans toute l'internationale. Il est important d'en comprendre les raisons. Comme toujours, c'est la combinaison de facteurs objectifs et de facteurs subjectifs. Les facteurs objectifs, c'était quoi? À la fin des années 90, le mouvement ouvrier européen avait accumulé toute une série de défaites. En particulier, notamment le mouvement ouvrier britannique, la défaite des mineurs, la défaite à plusieurs grandes luttes des mineurs qui avaient été battues. Puis il y a eu l'effondrement de l'URSS au début des années 90. Et de manière générale, les dirigeants du mouvement ouvrier viraient vers la droite. Les partis communistes, ça va sans dire, mais la social-démocratie partait très loin vers la droite. Et donc il y avait il n'y avait pas une perspective qui s'ouvrait d'une croissance très rapide du Parti travailliste, du travail dans le Parti travailliste. Il y avait un reflux dans la classe ouvrière. Et donc, cela supposait un long et patient travail par nos camarades. Et c'est là que vient le facteur subjectif. Il y a des dirigeants dans l'organisation britannique, de militantes, notamment Peter Taft, qui était le secrétaire national, qui était un bon organisateur, mais pas un théoricien. Il a dit non, on a dirigé la poll tax, on est de plus en plus fort, on est une force connue. Ils étaient connus, ils passaient à la télévision, c'était une force très très connue. Il y avait une chasse aux sorcières contre nos camarades dans le Labour Party. C'était quelque chose qui était dans la presse quasiment toutes les semaines. Nous allons remplacer le Labour Party. Il suffit de rompre avec le Labour Party, d'annoncer la création d'un parti socialiste, un nouveau parti socialiste, et bientôt le Labour Party sera devenu une force secondaire, et nous serons la force principale, la grande force de masse de la classe ouvrière britannique. Nos camarades Ted Grant, Alan Woods, Rob Sewell et d'autres ont résisté à ce qui était un tournant aventuriste et ultra-gauchiste, et pour cette raison, ont été exclus de l'organisation. L'idée, c'est que le succès était monté à la tête d'un certain nombre de dirigeants de la section britannique. Et Ted Grant, il avait à ce sujet une formule, il disait « Les succès peuvent être encore plus dangereux que les échecs ». Effectivement, vous vous dites « Ah ouais, on a eu un succès, continuons, et tout va bien », on perd de vue la réalité. Bref, aujourd'hui, le soi-disant Parti socialiste, dirigé par Peter Taft, est devenu une petite secte de quelques centaines d'adhérents, alors qu'à l'époque de la scission, il comptait 6 ou 7 000 adhérents. Alors, est-ce que tout a été perdu? Non. Puisqu'au niveau de l'international, lors de cette scission, évidemment, la scission dans la section britannique a eu un impact dans toute l'internationale. Dans l'international, c'était 50-50 et même plutôt 60-40 pour nous, c'est-à-dire qu'un certain nombre de sections, par exemple la section italienne, a entièrement rallié Ted Grant et Alan Woods. D'autres sections comme ça, les Pakistanais et d'autres. À l'inverse, parfois, d'autres sections allaient dans... C'est une scission de l'international. Parfois, les sections étaient divisées en deux, etc. Mais il nous restait donc un groupe de quelques centaines de camarades en Grande-Bretagne et des sections nationales dans un certain nombre de pays. En 1992, donc juste après la scission, on a refondé l'international qui s'appelait d'abord Comité pour une internationale marxiste. Puis en 2006, on l'a nommé Tendance marxiste internationale. Et sur cette période, jusqu'en 2008, en particulier dans les années 90, mais même avant 2008, il faut dire que c'était une période difficile. Il y avait une vague de réactions. Les partis communistes abandonnaient le communisme, les sociodémocrates viraient à droite. Il y avait l'impact idéologique et politique majeur de la chute de l'Union soviétique. Tout le monde proclamait la fin du communisme, la fin du socialisme, la fin du marxisme. Et ça avait un impact. Moi, quand j'ai commencé à militer dans la fin des années 90, parler de capitalisme, c'est un peu radical. La lutte contre le capitalisme. Non, on lutte contre le libéralisme, ou on lutte contre la mondialisation néolibérale. Mais lutter contre le capitalisme, vous n'y songez pas. Le terme d'impérialiste était un terme un peu douteux dans le milieu de la gauche, on n'osait plus l'utiliser. Parler de travailleurs,
C'était un peu old school, la classe ouvrière. Non, on est tous des citoyens, c'est une révolution citoyenne qu'il faut. L'ambiance idéologique qui régnait, je vous assure, à la fin des années 90, on passait pour des extraterrestres. Et donc c'est dans cette ambiance-là qu'on reconstruisait petit à petit nos forces. Il y a eu toutes sortes d'aventures, de pressions, de scissions, des scissions ultra-gauchistes, notamment avec les Espagnols, opportunistes, c'est-à-dire d'adaptation opportuniste à la social-démocratie dans laquelle on menait un travail. En Grèce, au Danemark, en Suède, en France, etc. Et une lutte dans la section britannique, par exemple, parce que sous prétexte que les tafistes, donc ceux qui avaient exclu Ted Grant et Alan Woods, avaient abandonné le Parti travailliste, et que c'était une erreur à l'époque, sous ce prétexte-là, les camarades qui restaient avec nous, ils disaient qu'il faut s'installer dans le Parti travailliste et y rester 3000 ans. Alors même qu'en réalité, les conditions d'un travail entriste digne de ce nom dans le Parti travailliste n'étaient pas folichonnes et qu'il fallait au contraire commencer à faire ce qu'on a fait à partir des années 2010. Arrêter de s'imaginer qu'on allait pouvoir grandir rapidement, soit dans les partis communistes, soit dans les partis socialistes, mais mener un travail indépendant, sous notre propre drapeau, dans la jeunesse étudiante, dans la jeunesse lycéenne pour certaines sections, comme l'Italie, etc., et d'autres, et recruter sur cette base. Pour conclure, pendant des décennies, notre international a nagé à contre-courant, vraiment à contre-courant, mais avec la crise de 2008, avec l'impact politique, idéologique massif que cette crise a eu et continue à avoir aujourd'hui sur des couches croissantes de la jeunesse et de la classe ouvrière, la profonde crise du réformisme, désormais, on commence à nager avec le courant, on commence à pouvoir connecter nos idées marxistes révolutionnaires avec cette couche dont il ne faut pas exagérer la taille, mais qui est là, en France, de plusieurs centaines de milliers de jeunes qui cherchent des idées radicales, qui cherchent des idées révolutionnaires, parfois qui cherchent des idées communistes, qui se considèrent comme communistes. Et ça ne veut pas dire que le réformisme est fini, bien sûr. Le réformisme a encore des beaux jours devant lui au cours des prochaines années dans la masse de la population. Mais vous avez cette petite couche de la jeunesse, en particulier de la jeunesse, qui cherche des idées, qui rompt avec le réformisme et qui cherche des idées révolutionnaires. Et donc, si on arrive à se connecter avec cette couche, si on arrive à la recruter, à la former, alors on préparera les cadres et les forces qui nous permettront de jouer un rôle décisif dans la lutte des classes des prochaines années. Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire.